Mesdames et messieurs, je viens souvent à Vannes, en réalité. J'y étais au Salon du Livre, pas le dernier, mais l'avant-dernier, puis chez Cheminant, à la librairie Cheminant plusieurs fois, puis à d'autres occasions, maintes fois. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je suis en Bretagne. J'y étais pour une marche, une nouvelle marche, il n'y a pas très très longtemps, et j'aime vraiment beaucoup cette région. Je suis donc très heureux d'échanger avec vous pour essayer d'avancer sur une question qui n'est pas évidente. Quand on regarde l'animal humain, quand je dis l'animal humain, ce n'est pas une provocation, c'est que zoologiquement, nous appartenons au règne animal. Quand on regarde l'animal humain par rapport à tous les animaux qui ne sont pas humains, on est frappé naturellement par les similitudes, mais également par les particularités. C'est très difficile de répondre à la question, et sans doute impossible, de répondre à la question « Mais qu'est-ce qui fait le propre de l'homme » Rien ne fait vraiment le propre de l'homme. Le langage, certes, mais les animaux ont également des ébauches de langage, même relativement développées, d'après ce que l'on sait pour ce qui concerne certains cétacés, les dauphins en particulier. La capacité de se projeter dans l'avenir, j'y reviendrai, mais certains animaux, les corneilles, les corvidés, de la famille des corbeaux, ont également une capacité tout à fait remarquable à prévoir des scénarios qui vont se déployer dans l'avenir. La capacité à prêter des intentions aux autres, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la conscience de soi par des tests extrêmement simples, il semble bien que certains animaux ont une ébauche de conscience de soi. Donc, en fait, on voit très bien que c'est très compliqué de dire ce qui fait l'humanité, la capacité, la propriété, l'aptitude, c'est ça. Mais, globalement, il n'empêche. On voit beaucoup mieux dans l'avenir que les animaux non humains, on parle beaucoup mieux que les animaux non humains, on prête beaucoup mieux des intentions morales aux autres que les animaux non humains, et donc, globalement, tous ces traits psychiques, ces aptitudes, sont considérablement plus développés chez l'animal non humain que chez les animaux, chez l'animal humain que chez les animaux qui ne sont pas humains. Et la question c'est, comment cela se fait-il ? Alors, je n'aborde pas la question, on va dire, de la foi en une volonté créatrice. Non pas que je l'écarte, mais simplement, si je n'avais que cela à vous proposer, je m'arrêterais de continuer cette conférence, car les choses seraient dites. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, donc il en est ainsi. Très bien. Mais on peut le penser, mais même si Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, comment s'y est-il pris ? Quel mécanisme a-t-il utilisé? Et si on ne fait pas l'hypothèse qu'une transcendance ait voulu doter les femmes et les hommes de ces capacités, plus développées que celles des autres animaux, comment cela est-il apparu? Alors, en biologie, dans les sciences de la vie, le domaine du vivant, il y a une règle extrêmement simple que aucun biologiste ne peut négliger, ne peut oublier. Il ne peut pas réellement la négliger. C'est un scientifique d'origine ukrainienne, je crois, ou lituanienne, Théodosius Dobzhansky, qui a énoncé « Dans le domaine du vivant, rien n'a de signification si ce n'est en regard de l'évolution. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, pour un biologiste, s'il veut expliquer comment est apparu un trait caractéristique d'un organisme vivant, l'expliquer en raison, d'une manière qui peut convaincre les pairs, il est obligé de répondre à la question en quoi ce trait, directement ou indirectement, a-t-il conféré un avantage évolutif? Puisque la base de la pensée biologique
est évidemment l'évolution biologique. Toutes les formes d'êtres vivants dérivent d'une cellule initiale qui est apparue il y a 3,8 milliards d'années environ, et à partir de ces premières cellules, toute la diversité des vivants bactérien, végétal, animal que nous connaissons a pu se différencier avec un mécanisme, le mécanisme de l'évolution. Et quel est ce mécanisme de l'évolution? Il est très simple. C'est que les propriétés des êtres vivants se modifient légèrement en permanence, créant une diversité biologique et donc une diversité des propriétés. Et parmi ces êtres qui, du fait de ces modifications, ces mutations, ont maintenant des propriétés différentes, ceux qui se reproduisent le plus l'emportent sur tous les autres. C'est le seul mécanisme, le seul, qui explique, pour un biologiste, la totalité de l'évolution du vivant. Et donc la question peut maintenant être reformulée. En quoi les capacités dont je vous ai dit qu'elles étaient plus développées chez les humains que chez les non-humains, en quoi ces capacités ont-elles pu entraîner un avantage sélectif? Ce n'est pas évident, en fait. Je vais vous prendre un exemple. Prenons un animal qui est notre cousin proche, mais tout de même, on a évolué par rapport à cet animal. Nous avions un ancêtre commun avec cet animal. Il y a quoi? Il doit y avoir quelque chose comme 80 millions d'années, 90 millions d'années. Le chat, Félix le chat. Félix le chat, mais je pourrais le dire de bien d'autres animaux, mais notamment Félix, c'est vraiment un animal tout à fait remarquable. Il est épatant, Félix, épatant. Regardez ce qu'ont été les journées de Félix ces derniers temps. Dimanche, il était là, dormant ou faisant semblant de dormir, allongé dans un rayon de soleil, et puis, sans se méfier, imprudente, profitant de cette somnolence, une petite souris est passée par là, il l'a chopée d'un coup de patte, il s'en est joué et l'a croquée. Et le lundi, il a recommencé avec un petit oiseau. Le mardi, les circonstances sont moins favorables à Félix. En effet, un chien déchaîné l'a pris pour sa tête de Turc. Il lui fait la course, mais Félix est bien plus habile que le chien. Alors il monte à l'arbre et il se réfugie sur une branche relativement gracile où il ne risque rien. Le clébard déchaîné au pied de l'arbre se lasse, tout va bien, sauf que, comme aujourd'hui, ce soir, le vent se lève, l'arbre se met à être agité dans tous les sens, et même malgré ses griffes, Félix tombe. Mais il tombe avec aisance et souplesse, sur ses 4 pattes, il ne se fait aucun mal. Félix le chat est un animal épatant. Comment peut-on faire mieux que Félix le chat? Quelle est la propriété qui peut conférer un avantage par rapport au niveau auquel est déjà parvenu Félix? Ça n'est pas évident. Alors vous me direz l'intelligence, la conscience. Oui, mais en quoi être conscient et intelligent me posait des problèmes sur la nature de l'être et le devenir du monde, essayer de comprendre la signification d'une phrase ambiguë d'Aristote ou de Socrate, en quoi cela me confère-t-il un avantage sélectif pour me reproduire? Car il faut en arriver là. En quoi cela confère-t-il un avantage sélectif pour me reproduire? À ce stade, je suis incapable de vous répondre scientifiquement et personne ne le peut. Alors, on a essayé naturellement. Et on a essayé en se disant, ben voilà, les propriétés biologiques, c'est plus compliqué que ça, mais on va faire simple. Les propriétés biologiques au départ
sont codés dans les gènes. Et donc, si on établit la séquence des gènes des animaux humains et des autres, par exemple nos très 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 proches cousins germains que sont les chimpanzés et les bonobos, qui sont remarquables mais même un peu moins que nous, sous certains aspects, eh bien, on va voir la modification génétique qui est responsable de cet épanouissement merveilleux des capacités humaines. C'est une fausse bonne idée. C'est en réalité très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? C'est que certes, grossièrement, on va dire, il y a 99% d'identité génétique entre un chimpanzé, ou pas dans les parties significatives, entre un chimpanzé et un humain. Alors on dit, bon, voilà, les quelques différences doivent être responsables de... Mais, on a 3 milliards des lettres qui forment l'alphabet génétique. 1% de 3 milliards, ça fait encore beaucoup. Ça fait encore 30 millions de différences. Or, quand on sait qu'une différence peut entraîner une maladie génétique avec retard mental extrêmement grave, on voit bien combien tout peut se produire dans 30 millions de différences. Et donc, c'est une mauvaise piste. Elle ne permet pas réellement, sûrement, de dire « ben voilà, c'est ça qui s'est passé » pour expliquer l'épanouissement des capacités humaines. À ce stade, il faut donc que je fasse appel à mon imagination, que je quitte un peu la science. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent était, on va dire, un énoncé scientifique, raisonnablement vrai compte tenu des connaissances dont on dispose aujourd'hui. Là, momentanément, je vais abandonner cette exigence de la rigueur scientifique et je vais faire appel et me lancer dans un roman anthropologique auquel je vais demander simplement d'être plausible. C'est-à-dire un scénario qui aurait conféré un avantage sélectif et qui aurait pu enclencher le développement de toutes ces capacités qui se sont développées plus chez les humains que chez les autres animaux. Mon hypothèse est la suivante. Mon hypothèse est que l'une des nombreuses modifications du code génétique qui entraîne des nouvelles propriétés biologiques, qui créent cette diversité biologique, diversité des êtres, a pu aboutir à régler la quantité ou le rythme ou la chronologie, la durée de la sécrétion d'un facteur de croissance qui stimule la multiplication de certaines cellules cérébrales, de telle sorte qu'après cette modification, l'animal se trouve avoir plus de neurones, et notamment de neurones spécifiques. Et ces neurones amènent à développer considérablement une capacité. Cette capacité est celle d'envisager le futur et de s'y projeter. Ça, les animaux non humains, soit ne l'ont pas, soit l'ont de manière extraordinairement rudimentaire. C'est difficile de répondre définitivement, mais extraordinairement rudimentaire. Félix le chat a la notion du passé, il a appris, ça apprend un animal, mais évidemment, il est magnifiquement programmé pour s'adapter aux péripéties du présent, mais rien n'indique qu'il soit capable de faire, de se forger, créer, dessiner des plans sur la comète pour essayer de programmer son futur. Les projets de Félix le chat sont certainement modestes, autant qu'on le sache. Ça n'a strictement aucune importance. Ça ne l'empêche pas de se régaler de la petite souris, du petit oiseau, d'échapper au clébard et de retomber sur ses pattes. Il est magnifiquement adapté pour réagir au présent. Maintenant,
imaginons que notre nouvel animal ait toutes les capacités de Félix le chat plus une. Non seulement il a cette très grande habileté à se tirer des choses-trappes du moment, mais en plus, il est capable, grâce au traitement du passé, à l'appréciation du présent, d'imaginer de quoi l'avenir sera fait. Et imaginant de quoi l'avenir sera fait, il peut élaborer la manière de s'y comporter à son avantage. Et s'y comporter à son avantage, c'est quoi? C'est trouver de la nourriture, des boissons, trouver des mâles ou des femelles pour se reproduire, développer des scénarios. Or ça, c'est très intéressant. Si non seulement l'animal arrive à se tirer des dangers du moment, mais également se prépare à atténuer la dangerosité des incertitudes du futur, il n'y a pas de doute que, ne mourant pas demain, il a plus de chances de se reproduire, et donc cela confère un avantage sélectif. Si le scénario est celui-là, oui, il n'y a pas de doute, cela confère à l'animal un avantage sélectif. Et ça peut, par conséquent, constituer un moteur important de l'évolution. Plus même, plus, c'est que pour appréhender le futur et se préparer à y inscrire un projet, pour alimenter cette construction de ce projet, cette analyse supposée putative du futur, il faut naturellement faire appel à la mémoire que l'on a, à tout ce que l'on a gardé. Mais alors, il est absolument fondamental que le nouvel animal, imaginons que c'est Félix qui a profité de cette mutation favorable, il sache que celui qui a mangé la souris, puis l'oiseau, qui a échappé au chien et qui est tombé de l'arbre sans se faire de mal, eh bien c'est lui, le même, Félix, qui, fort de tout ça, va pouvoir en tirer des conclusions pour forger un scénario pour l'avenir. Ça veut dire que profiter de cette aptitude nouvelle pour en faire un avantage sélectif implique pratiquement le développement de la conscience de soi, la conscience de l'unité de l'être. C'est un être auquel tout cela est arrivé. Mieux même, si l'animal réagit au présent, et si, comme les oiseaux migrateurs, comme les écureuils, les marmottes, les ours, ces animaux qui migrent ou qui hivernent, etc., ou qui font des provisions pour l'hiver, s'il ne fait que répondre à un programme génétique extrêmement précis, évidemment, il n'a pas à réfléchir à ce qu'il a à faire. Il est programmé pour le faire, en fonction de l'environnement qui se modifie, mais il est programmé pour le faire. Maintenant, si une partie de ce que va faire l'animal dépend d'un futur qu'il a imaginé, une nouvelle question se pose. Mais ayant imaginé ce futur, qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, la possibilité de poser une question de cet ordre. Or, poser une question de cet ordre, qu'est-ce que je vais faire? Comment cela s'appelle-t-il? Cela s'appelle l'émergence de la possibilité de la liberté, du choix. Ne pas faire que réagir, mais avoir à répondre réellement à un choix. S'il faut faire un choix, je défile, je dévide, je tire. S'il faut faire un choix, évidemment le choix, je vais le faire avant tout en fonction de mon intérêt. Qu'est-ce qui m'assurera le meilleur approvisionnement de nourriture, de boissons, les meilleures conditions de reproduction, la meilleure copulation, etc.
Mais parfois, c'est difficile. Il y a plusieurs choix et on ne sait pas trop lequel est le meilleur. Ils sont à peu près égaux. Si bien que, dans ces conditions, peut-être, se pose la question que je fasse ça ou ça, c'est à peu près pareil. Je ne vois pas ce qui est le plus intéressant pour moi. Mais alors, qu'est-ce qui convient bien? Qu'est-ce qui convient? Et répondre à la question, qu'est-ce qui convient en dehors de qu'est-ce qui est intéressant pour moi, c'est l'espace que pourra occuper le sens moral. Et donc, mon scénario est plausible, incapable de le prouver. Et il sera toujours impossible de le prouver. Mais il est plausible. Ce roman anthropologique est heuristique, c'est-à-dire il a l'intérêt de permettre de faire évoluer la compréhension en expliquant comment tout cela a pu se produire. Mais à ce stade, néanmoins, je suis bloqué par ce qu'on appelle en philosophie une aporie, une difficulté considérable. La difficulté considérable est liée à une observation. Cette observation est au cœur de mon dernier livre, Être humain pleinement, qui est un livre intermédiaire entre un conte philosophique, un roman et un essai. L'on sait pertinemment aujourd'hui que pour arriver à développer toutes ces capacités que j'ai dites, la possibilité d'envisager l'avenir, d'y inscrire une action, de penser cette action dans la liberté, de trouver encore un petit espace où peut se loger le sens moral. Il faut deux conditions fondamentales. La première est celle dont je vous ai parlé. Il faut avoir un génome humain qui, compte tenu des mécanismes de l'évolution dont je vous parle depuis un instant, a sélectionné cette modification qui code ses potentialités. Mais les gènes, ce génome, ne codent que ses potentialités. On sait très bien que si un petit homme, une petite fille, un petit garçon, pour telle ou telle circonstance, se trouve privé en bas âge de tout contact humain, jamais il n'utilisera ses potentialités. Jamais il ne les exprimera. Et il sera biologiquement humain, mais en revanche, son entendement, son aptitude à conceptualiser, son sens moral, la conscience de lui seront tout à fait rudimentaires. C'est très exactement le scénario que j'envisage dans ce livre à propos de mes deux héroïnes, deux jumelles, qui se prénomment Dewi et Eka. Elles naissent dans des conditions normales et heureuses. Le docteur Ahmad, âgé de 40 ans, est tombé amoureux lorsqu'il allait voir l'un de ses malades dans la petite ville de Kumai, à côté du petit village où il officie, dans la province du Kalimantan Sud, est tombé amoureux de la jeune infirmière Purvanti, de 20 ans sa cadette, belle comme le jour. Il l'a épousée et elle attend des enfants. Ce sont des jumeaux. Il le sait, il est médecin. N'ayant pas trop confiance dans les dispositifs médicaux, les cliniques d'accouchement dans les environs, à Kumai, il a décidé, il est très expérimenté, il a l'habitude de faire les accouchements en forêt, il a décidé d'accoucher sa femme tout seul, ou, à vrai dire, de se faire aider par une sage-femme extrêmement expérimentée dans sa maison qui est également cabinet, petite salle de chirurgie et pourquoi pas petite salle obstétricale. Heureusement pour les enfants, pour Purvanti et pour Ahmad, tout se passe bien. Je dis heureusement parce qu'il est tellement ému que si jamais les choses ne s'étaient pas bien déroulées, je ne saurais
assuré qu'il aurait pu maîtriser la bonne attitude au profit des enfants. Mais tout se passe bien. Et à 21 h, il y a la petite Dewi qui naît, et puis 10 minutes après, la petite Eka. 2 fillettes, quoique jumelles, déjà près de 3 kilos, purventie et vaillante, les cheveux déjà longs, noirs de jais, comme vous l'imaginez chez les filles de là-bas, les beaux yeux en amande, la peau déjà mate, les yeux d'une couleur singulière dont on sait qu'elle évoluera. Elles auront, ces fillettes, au bout de quelques mois, des yeux vert émeraude. Elles sont la copie conforme l'une de l'autre. Ce sont des vraies jumelles, à l'évidence. Elles sont magnifiques. Tout le monde est ébahi par leur beauté et ravi les parents. Malheureusement, alors qu'elles ont à peine 6 mois, un épouvantable drame vient brûler cette idylle. À l'occasion de l'installation d'une nouvelle climatisation ou d'une première climatisation, ça se passe là il y a 45 ans, 44 ans, en pleine nuit, un court-circuit, un incendie. Le couple dort au premier étage, dans une chambre, avec une chambrette à côté où sont les 2 fillettes, les domestiques un peu plus loin. Comme il n'y a pas encore de système de climatisation et que la température et l'humidité créent une atmosphère extrêmement pénible, pesante, toutes les baies vitrées sont ouvertes pour créer un peu de courant d'air la nuit. Les dormeurs sont protégés par des grillages moustiquaires, évidemment. Si bien que pendant longtemps, l'incendie peut se développer, les fumées être évacuées par le courant d'air sans que personne ne soit réveillé, jusqu'à ce que des craquements éveillent Purventie en sursaut. Elle ouvre les yeux, elle se lève, épouvantée, saute du lit, elle crie et se précipite vers la chambrette. Mes filles, chambrette qu'elle ne peut atteindre, car avant d'y parvenir, une poutre enflammée s'est détachée du plafond. La percutée à l'épaule, elle s'affaisse sur un genou, sa chemise de nuit prend feu, elle crie. Ahmad est réveillé, il l'entoure dans le dessus de lit. Vite, vite, il descend l'étage, il la met à l'abri, il remonte pour s'occuper des filles. Les domestiques se sont tirés d'affaire par leurs propres moyens. Dans la chambrette, près de l'entrée, il y a Dewi. Il la prend seule parce qu'il est obligé de se protéger des débris enflammés qui tombent de toutes parts. Et il ne peut les prendre toutes les 2. Il met Dewi à l'abri et puis il se rejette dans le brasier. C'est folie alors, car il est infernal ce brasier. Il ne s'en tirera pas. Mais un père ne se pose pas la question. Il a encore une fille qui est là-haut. Et il se précipite dans l'incendie, dans la maison qui est embrasée. De fait, il ne peut même atteindre l'étage sans que derrière lui coupant la retraite, ne s'effondre l'escalier, miné par les flammes. Ses vêtements commencent à brûler, ses cheveux à grésiller. Il arrive dans la chambre. Heureusement, le berceau d'Eka est près de la fenêtre et elle n'a pas été trop intoxiquée par les fumées. Tout ce qu'il peut trouver comme linge, les draps, les dessus de lit, il les saisit, il entoure la fillette dedans, puis la tenant du bras gauche, du bras droit, il prend le berceau, il le jette dans le grillage moustiquaire pour se dégager une issue sur l'arrière de la maison, du premier étage. Il saute, il fait une centaine de mètres et il s'écroule, il est gravement brûlé, les poumons, la peau. Le lendemain, après que l'on a cru tout le monde mort, faisant le tour de la maison, les domestiques et Purventie trouvent le corps sans vie d'Ahmad et aucune trace d'Eka. Tout le monde pense qu'Eka a succombé totalement, a brûlé. Son petit corps potelé n'a rien laissé d'elle. Drame que vous pouvez imaginer. Tout le monde entoure Purventie, bien sûr.
Le jour de l'accouchement, Ahmad a laissé sa patientèle à un jeune collègue de 20 ans, son cadet, un élève, qui lui voue une dévotion de maître à élève et qui entoure évidemment de son aide, de sa compassion, les enfants, l'enfant d'Ewi et la veuve. Et que voulez-vous, la nature est comme cela. Un homme, une femme de 20 ans, cette attention, quelque chose naît entre eux et 5 ans après l'incendie, ils se marient. Ils ont ensemble une petite fille, 2 petits garçons, qui sont la petite sœur, les petits frères de la petite maman qui est Dewi, tout le monde l'adore, le beau-père autant que ses propres enfants. Dewi est très très doué, tellement d'ailleurs à l'école du village qu'on voit bien qu'il faut l'emmener plus près de Jakarta pour qu'elle bénéficie des meilleurs lycées. Donc on quitte Bornéo pour s'approcher de la capitale. Au lycée, elle fait des merveilles, elle va à l'université, elle choisit la biologie, elle choisit de travailler sur la régénération, un truc tout à fait fantastique. Et elle arrive à trouver qu'un extrait d'un bourgeon de régénération, qui est le bourgeon charnu qui se forme lorsque l'on coupe, par exemple, la patte d'une salamandre avant que le membre ne repousse, qu'un extrait de ce bourgeon est capable de provoquer la régénération de cellules du cerveau de souris adultes. C'est tout à fait inattendu car on considère que le cerveau des animaux adultes contient des cellules qui ne peuvent plus régénérer. Fort de ces résultats, elle n'a pas de difficulté à obtenir un poste pour faire sa thèse à Amsterdam. On connaît les liens historiques entre l'Indonésie et les Pays-Bas. Et là, elle fait un travail tout à fait extraordinaire. Pour faire bref, elle arrive à isoler la molécule qui est responsable de cette stimulation de la régénération des neurones de souris. Et elle arrive à montrer que cette molécule est aussi active sur des neurones humains. Les perspectives de traiter des maladies humaines avec destruction de neurones, des tétraplégie, paraplégie, après section de la moelle épinière, des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie, voire des maladies neurodégénératives. Ces perspectives sont prodigieuses. Elle soutient sa thèse, elle a publié dans les meilleurs journaux, Science, Neurons, et elle va faire dans notre métier, c'est l'habitude, un postdoc aux États-Unis, à Princeton, où elle continue à faire vraiment des travaux, à obtenir des résultats extraordinaires. Son invention, clairement, aboutit à un candidat médicament dont pourront bénéficier des millions, peut-être des dizaines de millions de personnes. Elle est, avant même la fin de son postdoc, une star de la science internationale. Elle obtient un poste temps plein de professeur à Lausanne, à l'EPFL, l'École polytechnique de Lausanne, universitaire de Lausanne, l'Institut de neurosciences. Et là, elle continue à faire des prodiges. On pense que cette jeune femme, cette jeune indonésienne, pourrait avoir le prix Nobel. Et de fait, alors qu'elle a 42 ans environ, un jour, le professeur Ebischer, un de mes amis, reçoit un coup de téléphone un matin. Professeur Ebischer, oui, voilà, je vous téléphone, je suis le président du jury Nobel. Nous voulons vous dire que votre professeur, Dewi, etc., etc., est lauréate du prix Nobel de physiologie et de médecine. Compte tenu du caractère tout à fait remarquable de ses travaux, elle est la seule lauréate. En décembre, comme toujours, Dewi va recevoir son prix Nobel à Stockholm, entourée de sa famille. Elle est émue, qui ne le serait pas. Et dans son discours de réception, à un moment donné, ses yeux se mouillent, s'embuent, sa gorge se serre, elle a la difficulté à continuer. Elle dit combien elle eût aimé que cette sœur qu'elle n'a jamais connue, qu'elle
dont elle ne garde aucun souvenir, partagea cet honneur qui lui est fait, ce moment de gloire. Et d'ailleurs, elle ajoute qu'elle ne doute pas qu'elle aussi aurait fait des prodiges. Alors, Dewey a raison, Eka est morte, mais pas du tout quand elle le pense, ni comme elle le pense. Le soir de l'incendie, à côté de la dépouille sans vie du père, la fillette pleurait enveloppée dans ses linges, lorsque du parc national voisin est sortie une maman orang-outan, les mamelles gorgées de lait. Son petit avait été mangé la veille par un fauve de là-bas, un léopard de Bornéo. Elle-même, cette femelle, effrayée par l'incendie, curieuse néanmoins des pleurs de l'enfant, s'approchant, s'en saisissant et l'emportant avec elle, dans les grands nids où vivent les grands singes. Et là a vécu pendant 10 ans Eka. Pendant 10 ans. Très tôt, elle a tété goulûment ses mamelles offertes gorgées de lait. Elle s'était prise de cette nourrice, qui s'était prise de cet enfant, qui l'a fait accepter par son groupe d'orang-outans, le mâle dominant, les jeunes adultes, les autres petits. C'est à l'occasion, alors que les orang-outans, malheureusement, sont sortis du parc national, sont en bordure de forêt, à l'occasion d'une campagne de déforestation pour planter horreur du palmier à huile, que le groupe d'orang-outans est dérangé, s'enfuit. La fillette est descendue de l'arbre, elle est habile, mais elle ne peut pas, évidemment, sauter de branche en branche, comme le font les grands singes. Et donc, elle est prise par les ouvriers du chantier forestier, qui se trouvent devant une grande fille nue, les grands cheveux noirs emmêlés, terrorisés par leur présence, qui veut s'enfuir, qui manifestement ne les comprend pas, ne parle pas. On l'emmène à la capitale provinciale, on l'a fait examiner, on devine qu'elle a dû rester longtemps avec des primates, avec des grands singes. Et puis, comme elle a manifestement un retard mental important, on la confie à une institution pour retardés mentaux. Là, elle fait quelques progrès. Elle apprend à parler un peu, 200 mots, mais jamais à lire ni à écrire. En réalité, jamais son âge mental ne dépasse 3-4 ans. Lorsqu'elle a 13-14 ans, pubère, elle est violentée, ça se voit malheureusement dans les institutions, un enfant naît, qu'on lui prend. Cela hâte sans doute la décompensation d'un état psychiatrique fragile, comportant une anorexie profonde avec cachexie. Elle arrive à 30-35 kilos, des crises d'agitation, de violence, et elle meurt misérablement avant 18 ans. Dewey et Eka, un clone, 2 jumelles, 100% de leurs gènes identiques. Et pourtant, l'une a un destin incroyablement brillant. Elle est l'une des femmes les plus brillantes de sa génération. Et l'autre a le destin d'une jeune enfant, d'une jeune fille, avec un retard mental sévère, irréversible. Destin tragique. Comment cela est-il possible et que cela nous dit-il de cette deuxième énigme? Certes, les gènes, par les mécanismes que j'ai évoqués et dont j'ai fait l'hypothèse tout à l'heure, codent maintenant les potentialités dont a pleinement bénéficié Dewey. Mais Eka, qui a les mêmes gènes, n'en a pas bénéficié. Pourquoi? Première conclusion, à l'évidence, d'après ce que je viens de vous dire. Les gènes qui codent ces propriétés, ces potentialités, ne codent pas un destin. Les gènes ne codent pas un destin. Les gènes ne codent jamais un destin. Les gènes codent des propriétés. Mais le destin est la résultante de propriétés et d'un environnement. Les propriétés sont les mêmes chez Dewey et Eka, l'environnement n'est pas le même. Quelles sont ces propriétés significatives pour ce qui nous concerne? Ces innovations biologiques, ces mutations
dont j'ai parlé tout à l'heure, dote Dewi comme Eka d'une propriété remarquable. Petite fille, nourrisson, élevée par une famille humaine, dans le flux des échanges humains, elles sont capables très rapidement de développer un psychisme humain. Très rapidement. Les deux sont dotés des mêmes propriétés, portés par les mêmes cellules, les mêmes circuits neuronaux. Sauf que, évidemment, Dewi est dans le flux humanisant d'une famille humaine, alors que Eka n'y est pas. Et la plus aimante des mamans orang-outans ne peut donner que ce qu'elle a. Son amour, certes, sans doute, Eka n'a pas manqué d'amour. Mais pas le langage, pas l'aptitude à l'abstraction, à la conceptualisation. Et alors, que se passe-t-il? Et maintenant, je renoue totalement avec les connaissances scientifiques certaines. Ce qui se passe, c'est que ces dispositifs codés par les gènes, ces neurones, ces circuits, parce qu'ils ne sont pas utilisés, vont dégénérer, vont mourir, vont disparaître définitivement. Et parce que ces dispositifs ont disparu définitivement, c'est la raison pour laquelle, même quand elle rejoint un groupe humain à l'âge de 10 ans, jamais Eka ne peut totalement corriger, et même de loin, son retard mental. Ça, c'est le mécanisme. Quelle conclusion faut-il en tirer? C'est que les deux conditions que j'ai dites tout à l'heure pour profiter et épanouir les potentialités que code notre génome, avoir un génome humain et également le développer, exigent qu'il soit développé au contact d'un autre. L'humanité ne peut pas se concevoir au singulier. L'humanité commence avec la société humaine au moins de 2 personnes. Dans une société limitée à 2 personnes, il faut que l'un et l'autre s'humanisent l'un l'autre. L'humanité biologique de 2 personnes, d'une humanité évidemment hypothétique, fantasmatique, limitée à 2 personnes, est un peu comme le rougeoiement de bûches. Ce rougeoiement, dans l'exemple que je prends, serait codé par les gènes, en quelque sorte. Mais si les bûches restent éloignées l'une de l'autre dans l'âtre, elles continuent de rougeoyer. Pour que jaillisse la flamme de leur commune humanité, il faut qu'elles s'embrasent l'une l'autre. Il faut les rapprocher. Et cela est totalement indispensable aussi à ce qu'émerge l'humanité. Ce sens de l'altérité est absolument essentiel parce qu'il va intervenir à tous les stades de la vie. Lorsque un enfant naît, un petit enfant naît, il vient d'une situation, d'une relation avec la mère de totale fusion. Il est dans son corps. Le placenta est accroché à une paroi de son utérus. Et puis, lorsque l'enfant est né, le rapport fusionnel persiste. Lorsque l'enfant est déposé sur le ventre, la poitrine de la maman, il n'a pas besoin d'une signalétique compliquée pour ramper et trouver la mamelle et commencer à la sucer, à la téter. Or, l'on n'est pas soi sans être en rapport avec un autre, mais il est totalement fondamental aussi qu'on se différencie de l'autre. La différenciation, c'est l'individuation. Comment passe-t-on de ce stade fusionnel à la naissance de l'individu? Singulièrement, il apparaît, et pratiquement tous les spécialistes des sciences cognitives de l'enfant
en conviennent, il apparaît que le premier processus de l'individuation est la douleur de l'absence de l'autre. L'enfant, et on le sait aujourd'hui, est déjà doté d'aptitudes mentales assez remarquables, beaucoup plus importantes qu'on ne le pensait. Et donc, lorsque l'enfant n'est pas avec la maman, il a les moyens de savoir qu'il est lui, mais aussi que la maman n'est pas là. Et donc qu'il n'est pas la maman. Il est lui et il est différent. Et c'est horriblement douloureux. C'est horriblement traumatisant. Il hurle, il pleure. Mais ce pleur est fondateur, naturellement. Début de l'individuation à travers la douleur de l'absence, la douleur de la rupture. L'autre est indispensable pour être soi, pour épanouir ses capacités codées par nos gènes. La douleur de l'absence de l'autre joue un rôle important dans le début du processus de l'individuation, mais l'autre va aussi être important à tous les stades du développement d'une vie humaine. Ce que, dans le livre, j'explique tout particulièrement en ce qui concerne Eka. Non, pas Eka, Dewi, parce que Eka, justement, n'a pas développé ses capacités. Eka et Dewi, toutes les deux, ont développé peut-être ce sens de l'individuation, c'est-à-dire que Dewi est très proche de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, mais elle sait très bien qu'elle n'est pas eux, elle n'est pas la maman, elle n'est pas le papa. Et puis arrive le moment de la puberté. J'en ai parlé pour Eka, puisque c'est la circonstance qui va aussi permettre, et, malheureusement, avec ses conséquences tout à fait défavorables, le viol de la jeune Eka. La puberté, c'est une période de très profond bouleversement du sentiment de l'autre. L'enfant, qui a déjà une idée de sa sexualité, il fait la différence entre papa, maman, vit dans un univers où, même dans des circonstances très dures, presque toujours, pas toujours malheureusement, mais presque toujours, a un peu une dimension un peu enchantée, assiste au moment de la puberté à un phénomène qui est tout à fait incroyable quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'une fille, un garçon de 12 à 15 ans est déjà en pleine possession de ses aptitudes mentales toutes. Après, évidemment, se développera l'expérience, les automatismes. Mais les aptitudes mentales brutes sont totalement développées à cet âge-là. Donc, un être en pleine conscience assiste à la modification importante, considérable de son corps et assiste également aux conséquences de la modification de son corps sur le regard des autres. Et puis, en même temps que cela, il vit une modification de son esprit. C'est l'âge, bien évidemment, des pulsions, des désirs. C'est l'âge des premières émissions séminales nocturnes, de la découverte précise de son corps. Or, on voit le monde, évidemment, avec le système optique et le système nerveux de l'œil, du nerf optique, du lobe occipital, mais la manière dont on transforme cette perception en appréhension implique tout le cerveau, tout l'esprit. Or, plongés dans cette inondation hormonale, ces enfants ont un esprit qui se modifie considérablement. Et la conséquence est que leur vision du monde, de leur corps, des autres, du regard des autres, s'en trouve bouleversée. Mais alors, cela veut dire que le monde que l'on croyait connaître, tel que papa, maman nous l'avaient expliqué, il est différent de celui que l'on perçoit maintenant. On ne peut pas leur faire confiance totalement en tout.
Et donc, l'on s'en détache, toujours un peu, toujours. Plutôt pour se rapprocher de ceux qui vivent la même expérience, sont sujets aux mêmes interrogations. Affaiblissement des liens familiaux, création des groupes d'adolescents. Puisque le monde est nouveau, alors il faut savoir en explorer les limites, faire ses expériences. C'est l'âge des comportements à risque. C'est évidemment pas pathologique d'être adolescent, c'est éminemment physiologique. Mais c'est la raison pour laquelle il s'agit de cet âge physiologique de tous les dangers. Risque sur soi-même, risque lié à la drogue, à l'alcool, à tout ce que vous voulez. La connaissance de cette modification importante du lien d'altérité lié à l'adolescence est fondamentale pour les adultes. Puisque deux évidences, la référence à l'autre est aussi importante chez l'adolescent que chez l'enfant ou chez l'adulte plus vieux qu'il sera, mais il va y répondre de manière différente, dans un premier temps, et normalement. Et il ne faut pas s'en offusquer. Il faut évidemment le permettre, l'autoriser, c'est fondamental. Mais évidemment, c'est hasardeux que de faire cette recherche, cette expérience. Les flots dans lesquels l'on vogue deviennent parfois, dans cette tempête hormonale que j'ai dite, quelque peu tempétueux. Et quand il y a la tempête, alors il est bon qu'il y ait le phare, la référence, qui indique quelques repères fondamentaux. Et ça, les parents continuent. S'ils ont bien joué le coup, continuent évidemment de jouer un rôle absolument essentiel en faisant cela. Et puis, dans la foulée, l'altérité va prendre d'autres aspects. On a vu les autres, on est dans des groupes d'adolescents. Et puis, il y en a qui sont de ces adolescents, de ces adolescentes qui sont un peu singuliers. On a des copines, on a des copains, mais celui-là, celle-là, c'est drôle, voyez-vous. On ressent comme un malaise, comme une impression de tristesse lorsqu'il s'en va, lorsqu'elle s'en va. Certaines impressions de vide, de manque. Et puis l'on se sent d'un seul coup rasséréné, presque joyeux, lorsque l'on sait qu'on va le revoir. Ensemble, on est bien, et puis on passe tant de temps ensemble que progressivement, on n'a plus tellement besoin de tout se dire en détail. Un coup d'œil, un geste, quelques mots suffisent. Le copain est devenu un ami. Au maximum, les amis dont parle Montaigne à propos de la Boétie. Pourquoi c'était lui, pourquoi c'était moi? Et le couple d'amis est singulier en ce que déjà, il expérimente la création d'un troisième psychisme qui est additionné, ajouté à celui des deux protagonistes du couple amical ou de l'ensemble amical, qui est celui de l'amitié en elle-même. Les amis ont un espace psychique qui est partagé, qui n'appartient à aucun en propre, qui appartient vraiment en commun. C'est également l'âge où, avec toujours, quoique la chronologie de son apparition soit extrêmement variable, où ce sentiment de l'amitié, de l'espace psychique partagé, du profond bien-être, qui différencie cet autre des autres autres, s'associe à d'autres sentiments, qui est le désir sexuel, qui est le plaisir partagé. Et cette fois-ci, on va être au niveau du couple amoureux. C'est très difficile
de définir l'altérité amoureuse, très difficile. En étant trop rationnel, on dirait volontiers que l'amitié profonde, type Montaigne, la Boétie, plus le désir sexuel, plus le plaisir partagé, ça résume à peu près l'amour. C'est sans doute beaucoup trop schématique. Et je m'en garderai bien. Quoique ce ne soit pas non plus totalement faux. Mais il y a bien autre chose. Bien entendu, bien autre chose. Quoi qu'il en soit, avec des mécanismes neurobiologiques, hormonaux, psychiques, la grande caractéristique, à un moment donné, du couple amoureux, et cela est vrai tout particulièrement lors des premières amours, c'est que ce qui est partagé dans l'univers psychique devient beaucoup plus important. Le couple, quand il parle de l'avenir, se met à ne plus parler de l'avenir du garçon, de la fille, des deux garçons, des deux filles, tout est possible, mais se met à parler de l'avenir du couple. Dans l'avenir, il n'y a plus tu, il n'y a plus moi, il y a nous. Qu'est-ce que l'on fera, qu'est-ce que nous ferons alors? Cet univers totalement partagé n'est pas sans influence sur ce qui est conservé, son précaré, qui est conservé par les deux membres de ce couple. Tout cela crée un peu ce qu'est la situation, même momentanée, même brièvement, ce qu'est la situation d'un véritable couple siamois, avec un corps, deux têtes. Et cela est tellement vrai que, sans utiliser toute la rationalité que je vous ai proposée, c'est ainsi que les civilisations amérindiennes de Colombie, mais ailleurs également en Amérique latine, ont représenté les couples des hommes et des femmes. Dans le musée de l'or de Bogota, il y a une pièce extraordinaire en or qui représente un couple amoureux. Un visage d'homme, un visage de femme, un seul corps. Dans des enluminures du Moyen-Âge, en Europe cette fois-ci, très loin, la même représentation. Cette représentation explique un phénomène qui lui est patent. C'est que même si ça n'est pas constant, il est fréquent que la séparation du couple siamois amoureux soit très douloureuse. Très douloureuse. Il peut se faire même qu'elle laisse une cicatrice indélébile. Il peut même se faire que l'un n'y survive pas, comme dans la séparation chirurgicale d'un couple siamois, à dire vrai. L'altérité, c'est également l'altérité familiale, une circonstance particulière. Mon héroïne Dewi, prix Nobel, est une musulmane soufie, extrêmement discrète, d'une très grande pudeur. Elle est belle, elle est même élégante, elle sait être coquette, mais jamais elle ne m'a parlé de sa vie sexuelle. Il ne lui viendrait pas à l'idée d'aborder avec un tiers de tels sujets. Mais je la vois tellement épanouie que j'imagine qu'elle a aussi une vie personnelle épanouie. Mais je n'en sais rien, et en tout cas, elle ne s'est jamais mariée. Et elle a là maintenant 42 ans, elle vient de recevoir le prix Nobel, et elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Et pourtant, évidemment, sa vie est magnifiquement épanouie. Donc, ce serait une stupidité sans nom de prétendre qu'une vie féminine n'est épanouie que si elle comporte la maternité, bien entendu. La même chose pour une vie masculine. Elle peut être épanouie même sans la paternité. Pourtant, qu'est-ce qui va donner l'audace incroyable d'Ahmad lorsqu'il se précipite dans la fournaise pour essayer de sauver Eka, conscient peut-être qu'il n'y arrivera pas, c'est qu'il est père. C'est qu'il est père.
Je me rappelle des phrases extraordinaires de France Quéré. France Quéré était une théologienne protestante, une philosophe théologienne protestante du midi de la France, des Cévennes, que j'ai très très bien connue car elle était membre du comité consultatif national d'éthique pendant que j'y étais. Nous avons été liés par une très grande amitié. Elle est morte tout à fait bêtement d'une crise d'asthme avant qu'on ait pu lui donner son remède et alors que les pharmacies étaient fermées. France Quéré avait un enfant, un garçon, et femme de lettres, femme d'émotion, de sensibilité, vibrant. Elle décrit dans des pages magnifiques, vraiment bouleversantes, cette maternité. Tellement bouleversant que je me garderais bien de l'imiter et de le dire à sa place. Il faut que ce soit une mère ayant vécu cela qui le dise. Mais pour donner une idée de ce que cela représente chez elle, après cette description, elle s'écrie « Combien je vous plains, vous autres les hommes, combien je vous plains, vous autres les hommes, du jour où vous êtes nés, jour après jour, heure après heure, vous vieillirez et vous vous rapprocherez de la mort. Alors que nous autres les femmes, parfois, souvent peut-être, nous pourrons donner la vie. » Et j'ai vécu moi-même la démonstration de ce que cette émotion de France Quéré n'était pas propre à cette femme remarquable, car je me rappelle très bien ma fille, ma plus grande fille, Isabelle, après qu'elle a accouché de son premier enfant, une petite fille, Capucine, avec ses mots à elle, qui ne sont pas celles de France, m'a décrit son émotion, la merveille que ça avait représenté. Et alors spontanément, on n'avait jamais lu France Quéré. Elle m'a dit, tu sais papa, vraiment je te plains. Et je me demandais bien de quoi ma fille pouvait me plaindre. Elle me dit, tu sais papa, vraiment je te plains. Toi tu connaîtras jamais ça. Toi tu connaîtras jamais ça. Ça veut dire que on peut être père, on peut être homme sans être père, on peut être mère, on peut être femme sans être mère. Il n'empêche que pour une femme, la maternité peut être l'épiphanie d'une vie féminine. Il n'empêche que pour un homme, la paternité peut donner un courage que probablement nul autre mécanisme ne serait capable d'insuffler. On peut être homme ou femme épanoui sans être père ou mère. Mais en revanche, on ne peut pas être homme ou femme sans avoir une mère et un père. Impossible. Quelles que soient les règles du mariage, ça n'a pas, même quand on a deux papas, deux mamans, etc., il n'empêche que biologiquement, on est issu d'un phénomène biologique qui comporte un élément masculin et un élément féminin. Ça reste constant, c'est vrai. C'est extrêmement important parce que de plus en plus, on le sait, avec les progrès de l'assistance médicale à la procréation, avec l'évolution des mœurs, des familles recomposées, de plus en plus, les enfants peuvent n'être pas les enfants biologiques de leurs parents, et en particulier des pères, mais aussi, avec l'accouchement sous X, des mères légales, des pères légaux. Or, le questionnement d'où viens-je est sans doute très important. Vous connaissez la triade fameuse d'où viens-je, qui suis-je, où vais-je? C'est très compliqué de vivre sans être capable parfois de répondre à la question « mais qui suis-je » Et le premier élément dont on dispose pour répondre à la question « qui suis-je » est « mais d'où viens-je » Ce n'est pas le seul. On peut peut-être s'en passer, mais évidemment, au départ, pour approcher qui l'on est, ça peut aider de savoir d'où l'on vient, c'est-à-dire d'être capable de se réinscrire dans un lignage familial, au sein d'une histoire familiale. D'ailleurs, selon moi, ce qui est important, c'est l'histoire familiale, plus que sa véracité biologique. Mais si, à un moment donné,
la question se pose. Un garçon, une fille, sait qu'il n'est pas l'enfant biologique de ses parents et qu'il se pose cette question, ce peut être extrêmement douloureux. Et cela peut nuire beaucoup à son épanouissement, créer réellement des troubles. Non pas que l'altérité doit forcément être, que la filiation doit absolument être biologique, fondamentalement, non. L'on peut être père et mère par l'amour donné, mais il est indispensable pour un être, si jamais il se pose la question, de pouvoir arriver à dévider le fil de ce continuum familial. Pour terminer, les minutes passant, je passerai de nombreux autres sujets par lesquels je démontre combien l'autre est indispensable pour être soi, pour commencer de l'être et pour être heureux en l'étant par la suite. Compte tenu de mon âge qui commence à être intéressant, je me pose une question assez angoissante. Mais enfin, est-il possible d'être humain pleinement jusqu'au bout du chemin ? Ça va être d'actualité, quoi. Ça va être d'actualité. La réponse à la question n'est pas évidente. Et je vois bien, voilà, j'ai eu il y a quelques jours, je ne dis pas ça pour vous souhaiter bon anniversaire, mais simplement pour vous informer, j'ai eu il y a quelques jours 73 ans, je veux dire un âge intéressant. Je vais très bien, merci. Et je n'ai renoncé à rien du tout. Mais enfin, je sais bien qu'il y a plus d'eau qui est passée sous les ponts qu'il n'en passera. Voilà, que voulez-vous, j'ai une certaine lucidité. Et je sais bien que dans, je ne sais pas combien de temps, mais un certain nombre d'années, pas considérable, eh bien, ce que j'adore faire, je pourrais moins le faire. Peut-être pourrais-je moins lire, peut-être aurais-je plus de difficultés à écrire, peut-être pourrais-je plus difficilement aimer, peut-être pourrais-je plus difficilement marcher. Que ça, c'est même certain. Quand je dis peut-être, c'est même certain. Alors je me dis, voilà, j'ai des enfants aimants, ils sont bien ces enfants, ils ont leur vie, quoi, active. Et donc, comme ils sont aimants, j'ai maintenant 88 ans, 89 ans, donc vous voyez, dans un certain nombre d'années, 15-16 ans. Je suis encore un peu vert, mais enfin, mes enfants m'ont mis dans une bonne maison de retraite. Vraiment une bonne maison de retraite. Bah, que voulez-vous, les maisons sont petites, ils ne vont pas s'occuper de moi. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Puis moi, ça devient compliqué. Alors, je suis dans cette maison de retraite, je suis pas mal. Tous les matins, il y a des soignantes qui sont gentilles, qui viennent me lever, ils m'aident à me raser. Des fois, la nuit, ils me passent le pistolet. Quand je ne veux pas me lever, c'est compliqué. Et puis on m'aide le matin, on m'aide aussi à faire ma toilette, à m'habiller. Et puis on me donne le bras pour aller vers le fauteuil. Le fauteuil, il fait beau, alors on va le mettre dans le parc. Et puis lorsque c'est l'heure de déjeuner, puis de dîner, eh ben, on va m'amener à table. Et puis ensuite, on va me ramener dans ma chambre. Et puis demain, ça va être la même chose. Mais est-ce que ça vaut le coup vraiment d'attendre demain ? Si demain, ce sera ça. Et puis mes enfants, ils ont tant à faire que ça fait bien longtemps que je ne les ai pas vus. Bien longtemps. Est-ce que c'est vraiment être humain, cela ? Et sinon, on ne peut pas l'être jusqu'au bout du chemin. Mais alors, j'ai actuellement un de mes petits-fils qui a 5 ans, c'est Solane. Solane a donc maintenant 21 ans. Figurez-vous qu'il vient me voir. Il vient voir papy. Alors papy en est tout touché. Vraiment, il n'a pas l'habitude de voir son petit-fils. Le plus jeune de ses petits-fils, il a une petite fille encore plus jeune, mais le plus jeune de ses petits-fils, de le voir tout seul. Bonjour papy. Bonjour Solane, comment vas-tu ?
Alors vous savez, quand on a des choses importantes à se dire, on commence à parler de choses banales, toujours. Donc voilà, on parle du temps, de la manière dont s'est passé le Noël, etc. Et puis, je le vois venir, quoi, j'attends. Et il vient de fait. Dis-moi, papy, il faut que je te demande quand même. Que tu me demandes quoi, Solane? Eh bien voilà, papy. Tu sais, de notre temps, c'est pas du tout comme de ton temps. De notre temps, les garçons et les filles, on se connaît jeune, hein, on se connaît jeune, et puis ça ne fait pas une affaire. Alors, ce que ne sait pas du tout Solane, c'est que de mon temps, c'était exactement pareil. Mais enfin, je ne vais pas lui dire. Donc, mais là, il se passe quelque chose de bizarre, figure-toi. Je suis avec, tu vois, je suis étudiant, ça marche bien d'ailleurs, tu m'as demandé tout à l'heure, ça marche bien, mais je suis loin d'avoir fini. Et puis là, je suis avec une amie, une copine, mais plus que ça, une amie. Et puis c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude. D'habitude, eh ben, on s'amuse, on fait des choses ensemble, on est content, on va au concert, on s'aime, on se fait plaisir l'un l'autre. Puis là, on fait ça, oui, c'est bien. Mais aussi, on se met un peu à parler demain. Et des fois, ça nous échappe. On fait attention. Mais des fois, ça nous échappe. Au lieu de dire « que feras-tu, que ferai-je ?» on dit « que ferons-nous » Et on se reprend. On est bien jeune tout de même. On est bien jeune. Alors, je ne sais pas trop, tu vois, papy, je ne sais pas trop. Alors toi, tu n'as pas la réputation d'avoir eu une vie avec les femmes simple. Mais enfin, tu as eu aussi une première fois sérieuse. Raconte-moi, la première fois sérieuse, comment ça s'est passé? Comment tu as su que c'était peut-être important? Comment tu as su que vous vouliez au moins parcourir un bout du chemin ensemble? Et alors là, papy Axel, il se remémorerait et il ne dirait pas forcément ce que la mémoire ramène à la surface de ses souvenirs. Il dirait ce qu'il croit pouvoir être utile à Solane, évidemment. Et il serait enthousiasmé par la perspective d'être utile à Solane. Et d'un seul coup, il se rendrait compte que cette mine de trésors, de souvenirs, d'analyses, de conseils, cette mine prodigieuse qu'il est, qui était abandonnée, se met à nouveau à être prospectée et que peut-être on pourra tirer de cette mine de nouvelles pépites dont d'autres pourront se réjouir. Et là, c'est merveilleux, bien évidemment. Alors, si jamais cela est possible, je dirais que peut-être est-il possible d'être humain pleinement jusqu'au bout du chemin. Mais comme toujours, à une condition, c'est que l'autre nous y aide. Merci. Alors, je réponds à vos questions, naturellement. Professeur, seriez-vous alors un soutien de l'association Jalmalve, Jusqu'à la mort accompagner la vie, qui regroupe des personnes bénévoles qui veulent accompagner, être présents simplement auprès des personnes qui je suis déjà, je crois. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé également sur ces circonstances, aussi bien du grand vieillissement que de la fin de vie.
Et pour ce qui me concerne du handicap aussi, je préside une importante association de recherche pour aider réellement les personnes handicapées. Et donc, c'est un combat que je mène. Bonsoir, merci de votre exposé. Pourquoi... Pardon, ici. Bonsoir. Pourquoi l'homme aurait-il le monopole du processus d'individuation par la douleur de l'absence de l'autre, quand on pense que Félix, voyant sa maman chat s'éloigner, serait privé de ce privilège? Comment accorder autant d'importance à l'animal primate territorial qu'est l'homme, en se souvenant de Montaigne que vous avez cité et qui rappelait que les dames et les philosophes fiantent aussi et que le plus grand roi du monde n'est assis que sur son cul? C'est la première question. Et la deuxième, le titre de votre exposé, c'est « Édifier l'homme ». Comment peut-on ou comment devrait-on imaginer le futur de l'homme pour l'édifier, pour le construire, pour le remodeler? En effet, les transhumanistes percevant des limites à la biologie s'imaginent dans quelques décennies pouvoir augmenter l'homme en lui incorporant des composants divers, internes ou externes. Et que peut-il se passer au-delà de cette éventuelle singularité? Deux questions tout à fait différentes. L'une concerne l'homme et l'animal et l'autre concerne le transhumanisme. Commençons par répondre à la première question. Tout d'abord, je n'ai jamais dit, et vous pouvez même présenter l'enregistrement de ma conférence puisqu'il existe, je n'ai jamais dit que je limitais l'individuation à l'humain. Jamais. Disons que, d'ailleurs, j'ai indiqué qu'il n'y avait pas de propre de l'homme. Ce que j'ai dit en revanche, c'est que globalement, tout cela, le sentiment de l'individu, le sentiment de la conscience de soi, la possibilité de faire des projets dans l'avenir, etc., etc., le langage, tout cela globalement était beaucoup plus développé chez l'animal humain que chez les animaux non humains, et j'ai cherché la raison de cette amplification de phénomènes dont on trouve incontestablement des traces, je l'ai dit, je pourrais vous en donner des exemples, cela est bien connu chez les animaux non humains. On connaît très bien, en particulier, les petits chats, j'ai moins d'exemples, mais chez un animal qui a un psychisme développé, on connaît très bien le trouble comportemental considérable chez des jeunes éléphantaux, dont, du fait du braconnage, pour notamment les cornes des éléphants, dont les mères ont été tuées. Lorsqu'ils survivent, ils sont déjà jeunes adultes, lorsqu'ils survivent, ils n'ont pas été élevés en compagnie d'un groupe et de leur mère. Ce sont eux qui, souvent, notamment en Inde, dans certaines régions d'Afrique, également, se comportent de manière totalement folle pour les humains, pas folle par rapport aux animaux. Tout cela, c'est de l'anthropomorphisme, en l'occurrence, et c'est tout à fait relatif, et un comportement totalement, complètement, absolument anormal. Il y a même un autre exemple beaucoup plus historique, là on n'est pas sûr, c'est une hypothèse. Le comportement pour le moins singulier de la bête du Gévaudan du temps de Louis XV pourrait être lié au fait qu'elle était un hybride, un chien-loup qui, parce que chassé de sa famille d'accueil, se serait trouvé également dans la rupture totale du lien. Donc, le fait que la rupture du lien soit capable de créer des troubles durables n'est pas propre à l'animal humain. Je parlais du cas particulier de l'animal humain. Maintenant, parlons du dessin du transhumanisme. Derrière le transhumanisme, il y a plusieurs aspects. Il y a la vraisemblance, il y a la chronologie, il y a la désirabilité. Il y a le caractère également, l'appréciation morale du dessin. Le dessin du transhumanisme. Et c'est sur cet aspect moral que j'insisterai. Je suis médecin de formation, chercheur, biologiste, mais médecin de formation, et j'ai soigné des gens. La médecine a normalement pour but
principale, d'atténuer les inégalités de nature. Lorsqu'elle transforme un malade faible qui n'a pas sa pleine autonomie pour accéder à tous les attributs de sa citoyenneté en une personne bien portante, elle arrive à lutter contre les inégalités de nature. Lorsque dans mon action de recherche en faveur des personnes handicapées, on aide des personnes handicapées d'une manière ou d'une autre, de la même manière, on essaye de compenser des inégalités de nature. Et puis plus généralement, lorsque les sciences et les techniques permettent de donner aux petits malingres autant de poids, autant de droits et de possibilités qu'aux gros costauds, là encore, la science et la technique contribuent à atténuer des inégalités de nature. Le regard que je jette sur un dessin scientifique et technologique, dont le but serait à l'inverse, non pas d'atténuer des inégalités de nature, mais d'en créer de novo de nouvelles, de faire émerger de nouveaux lignages, une nouvelle aristocratie, me fait parfaitement horreur. Et par conséquent, c'est en tant qu'être moral que je combats ce dessin. Si vous avez des questions ou des commentaires, levez le bras pour que je puisse vous voir. Pas de questions? Les questions sont gratuites. Monsieur Kahn, vous avez une question à vous poser à vous-même? Comment? Vous avez une question à vous poser à vous-même? Merci. J'espère que ma question ne sera pas hors sujet. Non, de toute façon, il est interdit d'interdire de poser des questions. Et je n'ai évidemment pas votre culture, surtout dans ce domaine, mais j'ai suivi d'à peu près votre expérience politique d'un moment. Et je voulais savoir dans quelle mesure, ça rejoint le thème de votre exposé de ce soir, dans quelle mesure cette expérience vous a-t-elle aidé peut-être à, sinon à vous édifier, mais à continuer à vous édifier? En l'occurrence, ce ne fut pas édifiant. Alors, bon, oui, vous avez raison, une expérience politique en demi-teinte, mais vous faites allusion au fait de... D'abord, je suis un citoyen, je m'intéresse à la chose publique. Mais la chose publique, c'est la chose qui concerne l'organisation de la cité, où je vivrai moi-même, moi et les autres. Moi, les miens et les autres. Donc, s'intéresser à la chose publique, c'est mettre l'injonction éthique en application, en réalité. Lorsque le maire de Paris, un jour, m'a téléphoné en me disant qu'il lui était venu une drôle d'idée et que cette idée était que je me présente portant les couleurs de la gauche et notamment de son parti, auquel moi-même je n'appartiens pas, pour défier François Fillon, qui était alors le Premier ministre du pays. J'ai commencé par lui rire au nez. Je lui ai dit, écoutez, Bertrand, vous savez, j'ai 69 ans, je devais avoir 69 ans à l'époque, j'ai 69 ans, vous connaissez un peu ma carrière, j'en ai eu, hein, il ne faut pas exagérer, mais je n'ai pas eu énormément d'échecs dans ma vie. Ça s'est bien passé, quoi. Votre circonscription, elle vient d'être redécoupée par le Premier ministre parce qu'il savait qu'il voulait s'y faire parachuter. Elle est totalement imprenable par vos couleurs. Totalement imprenable. Je ne vois vraiment pas ce que j'aurais à faire là-dedans. Et je dois dire que le maire de Paris, il a compris. Il m'a dit, bon, ben, écoutez, Axel, je vous comprends. Et on en est resté là. Et puis, ça travaillait en moi. Et j'ai fini par lui retéléphoner en lui disant, écoutez, si vous n'avez trouvé personne, ils n'avaient trouvé personne.
Et je vais vous dire pourquoi ils avaient trouvé personne. C'est que, il me l'a dit d'ailleurs, Bertrand Delanoë voulait me présenter car contre François Fillon, il voulait une pointure. Il considérait que j'étais une pointure. Mais je ne suis pas la seule pointure. Sauf que, comme la circonscription était imperdable par la droite, aucune pointure socialiste ne voulait y aller parce qu'une pointure politique ne veut pas perdre. Donc il lui fallait une pointure dont la caractère de pointure ne soit pas affaibli par la défaite. Donc je faisais tout à fait l'affaire. Donc voilà. Mais ça, c'était implicite, quoi. Il n'y avait pas de problème. Je n'en ai pas voulu. C'est humain et c'est normal. Donc, deux idées. Premièrement, je suis un joueur. J'ai dit dans ma chaîne de vie, j'ai fait beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai eu plusieurs vies. Je ne vais pas les reprendre, mais j'ai eu plusieurs vies. Mais quand même, défier un Premier ministre sortant dans une circonscription qui comporte la Tour Eiffel, l'école militaire, le Palais Bourbon, le Sénat, la Sorbonne, et évidemment la plus belle circonscription de France. Ça, j'ai jamais fait. Et ça ne se refuse pas. Donc ça a été un premier point. Le deuxième est un peu plus élevé intellectuellement. Le deuxième est le suivant. Je ne peux pas être un éthicien de salon. Je ne peux pas me contenter de parler du bien et du mal en permanence, en refusant d'aller au contact des situations et des responsabilités où ce qui est en jeu, c'est le bien ou mal vivre des gens. Ce serait incohérent, impossible. Et donc, en réalité, il m'est apparu impossible de refuser. Voilà une réponse à votre question. Bonsoir, Monsieur Kahn. Bonsoir. Je pense qu'on ne peut que vous remercier d'avoir bien voulu venir vers nous ce soir. Et je voudrais vous poser une question. Vous avez cheminé ces dernières années par 2 fois, si je me souviens bien. Notamment beaucoup en Bretagne. Hein. Je crois une fois du nord vers le sud et une autre fois de l'ouest non, vers l'est. Non, les 2 fois en diagonale. Ah bon. J'ai imposé ma croix sur le pays. Ok. Bon, j'aurais donc une mauvaise vision de la chose, mais ce n'est pas bien méchant. La question que je voulais vous poser, c'est de savoir comment avez-vous ressenti ce pays, finalement? Je vais le résumer. J'en ai fait 2 bouquins, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais le résumer. Incroyablement beau. Incroyablement beau. Et donc pouvant engendrer la fierté de l'habiter et de l'avoir en partage. Tous ceux qui ont choisi d'y vivre. Deuxièmement, incroyablement en difficulté économique et politique, avec de grandes variations. Un désastre total la première année, depuis les Ardennes pratiquement jusqu'à l'Aveyron, jusqu'à Decazeville, sur 1500 km, partout où je passais, c'était une succession de désastres après désastres, là où il y avait eu jadis un bassin industriel avec de l'emploi. J'ai traversé sur 1500 km des territoires qui avaient perdu les 2/3 de leur population pour les petites cités, où le chômage était toujours supérieur à 22% pour le chômage A, où 50 jusqu'à 70% des personnes étaient aux minima sociaux. Un désastre total. Et puis, l'année d'après, en commençant par chez vous, la Bretagne, puis le Grand Ouest, et puis même les pays très écologiques, les régions très écologiques de l'Ardèche, de la Drôme, j'ai vu beaucoup plus de choses où se passaient des phénomènes importants, où résidait une fierté, où il y avait pour le moins un ressort, des ressources. C'est net en Bretagne, c'est net dans les Mauges, c'est vrai également ailleurs. Mais globalement, un très grand pessimisme. Et la deuxième notion,
c'est que la France ne va pas bien, mais en réalité, elle va quand même moins mal que les Français ne pensent qu'elle ne va. Troisième élément, qui a une dimension politique actuelle. Troisième élément, et je crois que c'est l'une des découvertes importantes que j'ai faites de l'analyse de mon expérience de marcheur au long cours. J'ai cherché quels étaient les paramètres permettant de différencier les territoires extrêmement affectés et qui ne s'en tiraient réellement pas de ceux qui avaient mieux résisté, voire qui incontestablement rebondissaient. Alors parmi ces paramètres, il y a évidemment des paramètres tout à fait objectifs. Les richesses naturelles, le climat, etc., etc. Mais pas seulement. Pas seulement. Je vais donner deux exemples de territoires qui sont follement actifs, dynamiques, qui ont rebondi, qui ont connu la crise naturellement, mais qui incontestablement la connaissent infiniment moins que presque partout ailleurs. L'un qui n'est pas loin d'ici. Je pourrais parler de la Bretagne aussi, mais je parlerai d'un plus petit territoire, qui est justement les Mauges. Les Mauges, c'est un territoire où il n'y a pas de richesse naturelle. Aucune richesse naturelle. Il n'est pas particulièrement bien desservi. La Bretagne est bien desservie, pour des raisons que vous connaissez, par les autoroutes, par les trains, le machin. Les Mauges, il n'est pas bien desservi parce que, ma foi, c'est même un mauvais territoire. C'est un territoire des anti-républicains qui ont menacé la République. Ces mauvais gens, on n'allait pas les aider. Donc, ils n'ont jamais bénéficié d'une attention qui est particulière. Et pourtant, même aujourd'hui encore, dans les Mauges, le taux de chômage est inférieur à 9%. Dans n'importe quel village des Mauges, vous voyez pratiquement une petite usine extrêmement variée, de l'agriculture intensive à la bretonne. C'est pas ce qu'ils font de mieux, mais enfin, ça fait tout de même de l'activité. L'autre région, c'est le Pays Basque. Le Pays Basque français, lui non plus, n'a aucune richesse naturelle. L'agriculture n'est pas aussi riche qu'en Chalosse ou bien dans le Gers, tout voisin. Et pourtant, il est d'un dynamisme tout à fait considérable. Un des éléments qui explique sans doute cette très grande capacité à résister, à rebondir, c'est le sentiment d'appartenance, le plaisir d'être ce que l'on est dans une région à laquelle on est attaché, dont les destins nous importent et pour l'amélioration et la défense duquel on veut se mobiliser. Ça explique un peu aussi pourquoi, malgré ses malheurs, la Bretagne va beaucoup moins mal que beaucoup d'autres régions. Les Bretons sont très fiers d'être Bretons. Les Basques, je ne vous dis pas. Les gens des Mauges, c'est différent. Mais le sentiment de singularité lié à leur catholicisme, lié à leur attachement à leur histoire difficile, ça n'est pas de défendre du tout, je suis loin d'être royaliste, ce n'est pas du tout défendre la grande armée catholique et royale, bien entendu, mais il n'empêche que ça a été tout à fait considérable. Créer un sentiment de solidarité dans cette région qui seul peut expliquer ce qui autrement constitue un paradoxe tout à fait considérable. Alors, ce qui est vrai, qui me semble totalement incontestable, au niveau régional, tout le défi compliqué, c'est de savoir si on peut le réinstituer au niveau national. C'est ça la question. Bonsoir. J'ai quelques questions. Bon, déjà, pour revenir sur vos derniers propos, les Mauges, je ne sais pas où c'est et je voudrais combler ce vide. Le Choletais. D'accord. Bon. En gros, le Choletais. Merci. C'est la région de Cholet. La région autour de Cholet. C'est-à-dire, c'est le Maine-et-Loire au sud de la Loire.
Bon, donc une autre, si vous voulez, une interrogation ou une réflexion sur les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui ont un problème avec la société actuelle, qui ne se retrouvent pas dans la société actuelle et qui, en fait, même avec des propos de certains politiques qui nous disent qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Mais bon, déjà, le pouvoir, il serait bien de le changer, de le passer à tout le monde, que ça soit en collégial. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce problème qui, en fait, il me semble que c'est assez... ça devient très commun, quoi. Il y a un phénomène qui est magnifiquement décrit dans le livre et le film qui en est tiré, Le Tambour. Cet enfant a 10-11 ans. Il grandit, je vous ai dit, ses capacités mentales s'accroissent, il va être adolescent. Et le regard qu'il jette sur le monde l'horrifie. Le monde qu'il observe est celui où Hitler est au pouvoir et Staline ailleurs. Ce monde des adultes lui semble absolument horrifique. Il ne veut pas s'y inscrire. Il ne veut pas le rejoindre. Et lui, il a la recette de rester sans grandir à l'âge où on joue du tambour. Sauf que cette recette, elle a été perdue, bien évidemment. Et aujourd'hui, les enfants qui jettent ce regard horrifié sur le monde tel qu'il est, il y en a, de fait, grandissent néanmoins. Ça entraîne plusieurs conséquences. Les uns arrivent malgré tout à l'appréhender, l'accepter, le supporter tel qu'il est. D'autres hantent les antichambres des cabinets des pédopsychiatres et des psychologues infantiles. D'autres sont également ceux dont vous parlez, c'est-à-dire choisissent en réalité de créer une contre-société, réellement. Donc ce sont des phénomènes qui sont extrêmement importants et dont la gravité et l'intensité ne dépendent pas uniquement de la dureté du monde, mais directement tout de même amplifiées par la dureté du monde, par la violence, par l'égoïsme, par l'absence de solidarité. J'ai parlé de l'altérité. En réalité, les valeurs qui sont mises en avant, les valeurs de la réussite, bien souvent, le plus souvent, sont avant tout celles de la réussite individuelle et non pas celles de la coopération, de la participation collective à un projet commun, valeur qui est totalement dévalorisée. Et donc, cela peut créer cette diversité des réactions. Donc, vous avez raison, c'est un monde, et notamment pour la jeunesse, ça a toujours été le cas, en réalité, mais en particulier parce que ce monde est violent, parce qu'il est dur, parce qu'il est inégalitaire. Alors, il y a un autre élément qui est important, c'est que, notamment en Europe, notamment en France, quand je viens de voir hier le prochain livre qui paraîtra et que je viens d'écrire, qui est un livre qui traite, où c'est mon père qui parle, et donc qui traite de 55 ans de la vie du monde et de l'Europe, de la France au XXe siècle, entre 1915 et 1970. À cet âge-là, il y avait des inégalités, il y avait de la violence, il y a eu des guerres, ça a été épouvantable. Dire hier c'était mieux, c'est impossible. Mais en tout cas, il y a une modification. Que ce soit à l'école, à la campagne, à l'école primaire, ailleurs, il y avait peu de doute sur le fait que, malgré les inégalités, malgré celles qu'on ne pourrait jamais totalement supprimer, le fait que
la promotion par l'éducation, par l'école, était un moyen de s'en sortir. Était un moyen de s'en sortir. Ça, c'était très généralement réparti absolument partout. Ça, ce sentiment, cette certitude, s'est considérablement dégradé. Et ça s'est notamment considérablement dégradé dans le monde où l'on vit, parce qu'un jeune un peu dans l'attente, dans l'incertitude, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que la réussite, c'est avant tout la réussite matérielle, la réussite quantitative. C'est celui qui a beaucoup de pèse pour se payer ce qu'il veut, avoir du pouvoir. Or, il regarde autour de lui. Qui a beaucoup de pèse? Eh bien, quand ça n'est pas le dealer à côté, c'est celui qui a trouvé un truc pour vendre une nouvelle marque imprimée de t-shirts, des combines, etc. C'est pas l'instituteur, évidemment. Même pas le professeur. La valeur de l'école comme moyen, comme espoir de profiter de l'ascenseur social, s'est considérablement dégradé. Considérablement dégradé. Et une part non négligeable de la situation que l'on connaît est aussi liée à cela. S'il vous plaît, donc pas dans le même registre, mais toujours pour les jeunes qui ont vécu la guerre, donc les petits, quelle serait votre méthode pour les faire extérioriser, leur faire sortir la rage qu'ils ont entre eux, en eux? Ah, j'ai un mot d'ordre. Il est dans la dédicace de mon avant-dernier livre, puisque le dernier n'est pas encore en vente, mais est déjà paru. C'est « Oser vouloir ». Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, d'ailleurs aussi bien les jeunes en difficulté que même les diplômés des grandes écoles, considèrent qu'ils ne peuvent vouloir que ce qu'on leur a autorisé à vouloir. C'est-à-dire que pour l'essentiel, tout est décidé, tout est écrit, sans qu'ils aient à s'en préoccuper. L'économie est ce qu'elle doit être, on n'y peut rien, il faut simplement en profiter. Sa vie peut-être dépend de la biologie. Les grandes décisions sont les puissants d'ailleurs qui les prennent. Il ne sert à rien de s'engager si ce n'est pour se gratouiller le nombril à la recherche de son plaisir. Et donc, de fait, l'engagement pour un jeune exige le sentiment qu'il pourra être utile et efficace. Si vraiment l'effort de l'engagement n'a aucune chance d'aboutir à aucun résultat, pourquoi alors voudriez-vous que l'on s'engageât? Pourquoi? Et donc, le mot d'ordre, et j'ai eu bien des fois l'occasion de le répéter, étant moi-même parrain de très nombreuses promotions de grandes écoles de ce pays, le mot d'ordre était « osez vouloir ». Osez vouloir. Si vous voulez, vous ne réussirez pas toujours. Vous pourrez échouer. Mais si vous ne voulez pas, alors on ne pourra pas parler de succès. De toute façon, osez vouloir. Donc j'ai eu une question au cours de ma carrière de sage-femme. Je me posais la question, qu'est-ce qui fait que entre deux bébés qui naissent, dont un est très prématuré, a eu des souffrances à l'intérieur du ventre de sa mère, donc un retard de croissance intra-utérin, par rapport à un autre qui est à peine prématuré, qui est assez gros, qui, on pourrait dire scientifiquement, a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Et au final, ça peut être le petit qui se bat et qui... Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'on a avant même de naître
qui peut faire qu'on se bat ou qu'on ne se bat pas? Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne question, mais c'est quelque chose qui m'a questionné pendant ma carrière. Alors tout d'abord, il ne faut pas tout à fait généraliser. C'est-à-dire que chez des prématurés, l'élément pronostic fondamental, c'est le poids de naissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bébé qui naît avec plus d'un kilo 500, il est tiré d'affaire, quoi. Il n'y a plus de problème. Jadis, on était affolés, mais aujourd'hui, 1,5 kg, plus aucun problème. Un bébé qui naît avec un poids compris entre 400 grammes et 1 kg, son avenir est extraordinairement compromis, qu'il se batte ou pas. Extraordinairement compromis. C'est une question que je connais très bien pour deux raisons. La première, c'est que j'ai dirigé le sous-groupe de travail du Comité consultatif national d'éthique qui s'occupait justement des grands prématurés. Et la deuxième, c'est que ma plus jeune fille a eu 2 jumeaux. L'un avait un retard de croissance, 2 jumeaux univitellins, avait une implantation vicieuse d'un cordon filiforme sur le placenta unique. Il allait mourir et tuer son frère, et donc on a accouché les enfants, on a fait une césarienne. Il y en a un qui pesait 650 grammes et l'autre 930 grammes. Et pendant 4 mois, ils ont été hospitalisés et il y en avait toujours 1 sur 2, parfois les 2, qui étaient en train de mourir. Ils ont tout eu. Vraiment tout eu. Donc, le poids de naissance reste absolument fondamental. Maintenant, sans parler du poids de naissance et de la grande prématurité, oui, il existe des différences naturelles de caractère. Et sans doute, on le voit bien, il y a des enfants qui sont plus indolents, des enfants qui sont plus nerveux, plus énergiques, qui ont une hyperactivité pathologique. C'est tout à fait à la mode. Il n'empêche que, et c'est là où l'école intervient, même les plus indolents, même ceux qu'il va falloir essayer de stimuler considérablement, ils sont stimulables. On peut y arriver. On peut arriver à les convaincre que oser vouloir, c'est le moyen éventuellement de réussir. C'est en tout cas du sport pour l'organisateur David. C'était vous d'abord. Merci. Bonsoir, j'aurais une question à vous poser à propos des enfants, justement. Quand vous dites qu'il faut vouloir, oser vouloir, ce serait bien que la société ose un peu au niveau de l'handicap, au niveau de l'accueil des enfants à l'école. C'est dommage que vous n'ayez pas fait de politique, finalement. Hein. Vous auriez peut-être pu faire quelque chose. Alors, vous parlez du problème des enfants handicapés, qui est une question évidemment absolument essentielle, parce que parlons des enfants handicapés à l'école. Un enfant handicapé a tel ou tel handicap, sensoriel, moteur, psychique, peu importe. Mais on sait également que pour un enfant qui n'a aucun handicap corporel, aucun handicap physique, ne pas connaître une bonne éducation est aussi un handicap. Et donc, lorsque du fait de son handicap physique, un enfant en arrive à avoir en plus un handicap éducatif, on démultiplie les situations de handicap. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. En théorie, la pratique ne suit pas, mais en théorie, c'est aujourd'hui une chose dont on a pris bien conscience. Les assistantes de vie scolaire, pour certains enfants, permettent de faire en sorte qu'un nombre beaucoup plus important que par le passé
d'enfants handicapés puissent être maintenus dans des classes, on va dire, normales. Par ailleurs, on s'est rendu compte de la stimulation psychologique et même éducative que constituait pour des enfants valides le fait de côtoyer des petites camarades, des petits camarades qui, eux, sont handicapés. Malheureusement, les besoins sont encore plus importants que ne sont les aides qui sont proposées. Ça, c'est une autre question. Mais la prise de conscience de cela, je crois, elle est patente. Maintenant, une fois que l'on dit ça, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants dont le type ou le niveau de handicap ne rend pas souhaitable qu'ils soient maintenus dans une classe normale. Parce que, on le sait même lorsqu'il y a des différences éducatives absolument majeures, parfois, ce qui peut se produire, c'est que dans une classe de valides, des enfants qui sont lourdement handicapés vont simplement être là et être totalement ignorés d'un point de vue pédagogique, sans que l'on ait le temps nécessaire pour s'en occuper et s'en stimuler. Pour tous ces enfants, naturellement, des instituts médico-éducatifs sont préférables. Voilà à peu près, si vous voulez, d'un point de vue théorique, pour une situation que je connais très bien et sur laquelle je travaille, ce que l'on peut en dire. Merci. Votre récit s'appuie sur une héroïne musulmane soufie. Soufie, tout à fait. Lorsque Napoléon demandait à Simon de Laplace pourquoi Dieu n'apparaissait pas dans ses théories, il répondait... Il n'en faisait pas l'hypothèse. Je n'avais pas eu besoin. Sire, je n'en ai pas fait l'hypothèse. Exactement. Or, édifier l'homme, n'est-ce pas aussi développer son intelligence, lui enseigner à penser par soi-même, au-delà des rituels et des superstitions? Donc la question est, en quoi votre récit a-t-il besoin ou se renforce-t-il à l'introduction d'incertitudes indémontrables? Alors sur ce plan, nous avons une similitude et une très grande différence. La similitude, c'est que j'ai cru comprendre à votre question que vous partagiez mon agnosticisme des reins. Moi-même, vous l'avez compris, je suis comme Simon de Laplace, je ne fais pas l'hypothèse d'une transcendance. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'homme, le bien, le mal, une morale sans transcendance ». Donc ça, c'est le point commun. Maintenant, une différence tout à fait considérable. C'est que dans le livre, et c'est sciemment que je l'ai fait, l'auteur est un agnostique irrécupérable. Mon héroïne est une brillante savante musulmane soufie. Je parle également de sœur Simone, une sœur de Saint-Jacques-de-la-Mer en Bretagne, femme qui a 65 ans de vie monastique, une très grande amie et qui me parle de la signification de son engagement monastique. J'ai discuté longuement avec les sœurs de Jérusalem à Vézelay. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de situations. Et si je crée cette diversité, c'est que être humain pleinement est totalement possible avec la même magnificence pour l'agnostique que je suis, pour la musulmane soufie, pour sœur Simone qui en est arrivée à l'âge de 88 ans à imaginer un Dieu qui n'existe qu'au sein d'elle-même et qui n'a aucune réalité extérieure à elle, ou bien mes sœurs de Jérusalem totalement mystiques, l'on va dire, charismatiques, qui font partie du renouveau charismatique. En d'autres termes, c'est profondément là un espace de liberté, à condition que certains éléments soient respectés. C'est-à-dire que l'idée que j'ai du sens du monde, du sens que je veux donner aux forces qui me meuvent,
à ce qui m'inspire, à ce qui, pour sœur Simone, notamment, l'incite à montrer cette générosité, cette ouverture vers les autres. À partir du moment où ils n'en font pas, un principe explicatif des phénomènes du monde en concurrence avec l'objectivité scientifique fait partie de la liberté individuelle. Et je n'ai rien à dire à ce propos. Strictement rien à dire. Ni de positif, ni de négatif. Donc sur ce point, nous différons, manifestement. Monsieur Kahn, je vais vous remercier pour les échanges avec le public, puisque être humain, c'est échanger en permanence, donc on passe beaucoup de temps dans la communication. Je voudrais remercier l'ensemble du public pour être venu aussi présent, qui nous réconforte. Et d'avoir posé d'excellentes questions, diverses et excellentes. Moi, je vous applaudis.